C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la charte de la transition dévoilée par la junte au pouvoir en Guinée. Une charte qui s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution. Elle détermine le cadre juridique de la période de transition, une période dont la durée n'a toujours pas été fixée. Nous serons à Conakry dans ce journal. L'OMS pointait du doigt en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé est mise en cause par une commission d'enquête sur les violences sexuelles commises par ses employés contre des dizaines de personnes. Des violences qui se sont multipliées lors de la 10e flambée d'Ebola. Ces mesures de rétorsion prises par la France à l'encontre de 3 pays du Maghreb. Paris a décidé de réduire le nombre de visas si le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ne coopèrent pas davantage pour l'expulsion de leurs ressortissants en situation irrégulière en France. On en sait désormais un peu plus sur les organes de transition qui seront mis en place par la junte au pouvoir en Guinée. Un pouvoir qui a dévoilé une charte qui s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution. Elle a pour but de déterminer le cadre juridique de cette période transitoire, une période dont la durée n'a toujours pas été fixée. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Selon le document, 4 organes conduiront la transition, à savoir le Conseil national de rassemblement et du développement CNRD, en président de la République, en gouvernement, et le Conseil national de la transition qui servira de parlement consultatif. Ce dernier sera composé de 81 membres, dont des partis politiques et toutes les forces vives de la nation, avec au moins 30% de femmes. Le document mentionne la nomination d'un Premier ministre civil pour diriger et coordonner l'action gouvernementale. La charte indique clairement que toutes les personnes qui prendront part à la transition seront interdites de se présenter à des élections nationales et locales qui marqueront la fin de la transition. Comme l'avait déjà promis le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, après le coup d'État, les membres du gouvernement et les présidents d'institutions du régime d'Alpha Condé sont exclus de la transition dont la durée sera fixée par le CNT et toutes les forces vives de la nation. Cette annonce intervient le jour d'une date anniversaire qui a marqué le pays. Il y a 12 ans, sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara, des militaires ont perpétré les pires massacres jamais commis en une journée contre des opposants. 157 Guinéens ont été massacrés et 109 femmes ont été violées selon l'ONU. Des hommes et des femmes qui s'étaient rassemblés dans un stade pour protester contre la candidature du chef de la junte. Aujourd'hui, les victimes demandent réparation aux nouvelles autorités guinéennes. Écoutez Alpha Amadou Desba, avocat des victimes du massacre. Le changement de régime est à la fois un espoir et vraiment quelque chose de très important puisque cela va nous permettre peut-être que ce procès soit organisé dans les meilleurs délais. Et qu'ensuite, il y ait un fonds d'indemnisation pour permettre aux victimes d'avoir des soins médicaux en attendant que le procès ne soit tenu. Il y en a qui sont dans un état de pauvreté très avancé et ensuite, il y en a qui ont besoin de soins médicaux, notamment les survivantes de violences sexuelles. Elles n'ont pas reçu le soutien de l'État en dépit des sollicitations. Donc aujourd'hui, c'est un soulagement qu'il y ait une nouvelle ère qui pourrait être bénéfique pour les victimes. Il y a le manque de volonté politique du président Alpha Condé et son gouvernement. Ils n'ont jamais voulu qu'il y ait la lumière sur ces événements. Ensuite, ça a été un motif pour protéger justement certaines personnes qui sont impliquées, parce qu'il y a des hauts responsables militaires qui ont été inculpés, mais qui continuaient justement à exercer des hautes fonctions au niveau de l'appareil d'État et sécuritaire. C'était justement pour protéger ces personnes que visiblement le gouvernement de Alpha Condé a usé de tous les manigances pour empêcher que ces personnes répondent de leurs actes. Nous pensons que la programmation de ce dossier pourrait être un signal fort pour permettre aux Guinéens de se réconcilier avec leur propre justice 12 ans après ces massacres. Voilà pour cette interview réalisée par Célia Caracena. On en vient à ces graves accusations à l'encontre de l'OMS en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a été mise en cause par une commission d'enquête sur des violences sexuelles commises par ses employés contre des dizaines de personnes. Des violences qui se sont multipliées lors de la 10e flambée d'Ebola dans le pays. Natacha Milray. C'est un rapport accablant pour l'Organisation mondiale de la santé. Une enquête indépendante révèle que des violences sexuelles ont été commises en République démocratique du Congo entre 2018 et 2020 par des employés internationaux et locaux de l'institution censés venir en aide à la population du pays alors en pleine reprise de l'épidémie d'Ebola. La première chose que je veux dire aux victimes,
et aux survivants des abus sexuels décrits dans le rapport de la Commission, c'est que je suis désolé. Je suis désolé de ce qui vous a été fait par des personnes employées par l'OMS pour vous servir et pour vous protéger. Le rapport traduit notamment le sentiment d'impunité du personnel de l'organisation et l'absence totale de signalement au niveau institutionnel de cas d'abus sexuels pourtant connus de la direction. Fin mai, 53 pays avaient d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme pour exiger de l'OMS plus de prévention et de transparence dans ce type d'affaires. Au total, les enquêteurs ont interrogé plus de 60 femmes, mais aussi une douzaine d'hommes. L'équipe d'examen a pu établir que les victimes présumées se voyaient promettre des emplois en échange des relations ou étaient exploitées sexuellement pour avoir et ou conserver un emploi au sein de la riposte. 83 auteurs présumés ont été identifiés, dont un quart employés de l'OMS. 4 d'entre eux ont été congédiés dans la foulée de ces révélations. L'OMS s'est engagée à transmettre les allégations de viol aux autorités congolaises ainsi qu'au pays d'origine des auteurs présumés. Alors comment éviter que ces graves situations ne se reproduisent? L'OMS va-t-elle changer radicalement sa manière de travailler au contact des populations? Une commission indépendante fournit des éléments de réponse. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonneroux. La commission indépendante formule plusieurs recommandations à l'OMS. La première, c'est de mieux former les agents, les employés de l'OMS. La commission recommande également de renforcer le mécanisme d'alerte pour que ces cas d'abus sexuels remontent le plus haut possible sans être bloqués, que les victimes soient écoutées. Et la commission recommande également d'apporter une meilleure protection et une assistance aux victimes présumées. La Commission insiste également sur un point très important. Elle demande à l'OMS désormais d'ouvrir systématiquement une enquête dès qu'il y a le moindre soupçon, dès qu'il y a le moindre cas rapporté d'un abus sexuel. Vous l'avez entendu, le directeur général de l'OMS prend très au sérieux évidemment les conclusions de ce rapport. Il promet de suivre ces recommandations. Il a aussi parlé, et ça c'était très attendu de la part des victimes, il a parlé de sanctions contre les auteurs présumés. Il a expliqué que tous les anciens employés de l'OMS responsables de ces abus ne pourront plus jamais être employés par l'OMS. Certains seront également remis aux mains de la justice congolaise. Et puis il a également annoncé que 4 employés qui travaillent toujours à l'heure actuelle à l'OMS avaient été licenciés. Bien sûr, il insiste sur le fait que des enquêtes sont toujours en cours à l'heure actuelle pour identifier d'autres éventuels auteurs. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette affaire. Alors que le débat sur l'immigration prend de l'ampleur en France, où la campagne pour la présidentielle démarre, Paris met la pression sur le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le gouvernement a annoncé qu'il allait réduire le nombre de visas accordés à ces pays et dénonce leur refus de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires à l'expulsion de leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire français. Nicolas Germain. C'est le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, qui a fait cette annonce choc. Une baisse de 50% des visas pour les Algériens et les Marocains et de 33% pour les Tunisiens. Paris veut sanctionner ces pays car ils délivrent très peu de laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. Le Maroc a parlé d'une décision injustifiée. Et dans les rues de Rabat, les Marocains sont mécontents. Nous considérons au Maroc que cette décision est une répression contre les Marocains et contre la liberté de voyage et de mouvement. Cela va contre les conventions internationales et les accords de voyage entre les pays. Les étudiants marocains sont particulièrement inquiets. La France ne doit pas oublier qu'il y a de nombreux étudiants qui partent chaque année en France pour terminer leurs études. Il y a des touristes marocains aussi. Je pense que c'est un gros problème pour ces deux catégories. Le contexte est actuellement tendu entre Paris et ces 3 pays du Maghreb. La France a récemment accusé le Maroc de l'avoir espionné via le logiciel Pegasus. Avec l'Algérie, la question mémorielle reste toujours épineuse. Et la situation en Tunisie, où le président Kais Saïed s'est octroyé de nombreux pouvoirs, inquiète l'Union européenne.
Elle a demandé à Kais Saied de garantir l'ancrage démocratique du pays. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette nouvelle escalade verbale entre l'Algérie et le Maroc. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengriha, a accusé le royaume chérifien de comploter contre l'Algérie. Il a également accusé le Maroc de tenter de porter atteinte à l'unité du peuple algérien. Fin de citation. Cette attaque au Mali qui a coûté la vie à 5 gendarmes. Ils étaient chargés d'escorter un convoi d'une entreprise minière. Ils ont été pris pour cible dans l'ouest du pays. Il s'agirait d'une attaque djihadiste selon des sources militaires maliennes. Au Soudan, 5 officiers du contre-terrorisme ont été tués mardi lors d'une perquisition à Khartoum. L'opération visait le démantèlement d'une cellule liée au groupe État islamique. L'organisation djihadiste n'a jusqu'ici jamais revendiqué d'attaque dans le pays. Et au Nigeria, le groupe État islamique mène une guerre de territoire avec la secte djihadiste Boko Haram. Des combats meurtriers ont opposé les deux parties dans le nord-est du pays. Boko Haram a attaqué l'île de Kirta-Wulgo, située sur les pourtours nigérians du lac Tchad et tenue par les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Direction l'Afrique du Sud, où pendant des décennies, les sports nautiques étaient réservés aux Blancs. Aujourd'hui, le pays compte sa première enseignante noire de freedive ou plongée en apnée. Elle souhaite faire découvrir les joies de l'océan aux jeunes Noirs qui vont rarement à la plage. Voici Zandile Dlovou, la première enseignante noire en Afrique du Sud de freedive ou plongée en apnée. Pendant longtemps, ici, ce sport était l'apanage des Blancs. Désormais, elle encourage les jeunes noirs défavorisés à découvrir les joies de la vie sous-marine. In becoming a freediving instructor, I knew for the first time ever that this passion needed expansion. And the water space has not always been diverse, and I wanted to create a space where diverse representation in the ocean space is possible. Ces élèves, qui souvent vivent loin de la plage, disent avoir appris beaucoup auprès d'elle. I learned that don't be scared. Learn to be brave. We saw octopus, fish, shark. Avant de faire de la plongée en apnée, ils apprennent d'abord à utiliser un tuba. My joy is the moment when one of the kids says, "Oh look, it's a fish," or "Oh look, it's a starfish," because it means that they have transcended the fear space to actually look beneath the surface. Zandile Dlovou a créé une fondation qui s'appelle Black Mermaid, la sirène noire. Elle explique que beaucoup de Noirs de la génération de ses parents ne savent pas nager et craignent l'océan. Son vœu, c'est que les jeunes Noirs ne partagent pas cette peur. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.